Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 101% avec aujourd'hui au programme la critique de Mercenary Kings, puis de Place to Be, No-chan et un Retro Magic surprise. Il n'y a pas quelque chose qui a changé ici? Les news. Non, ça n'est pas la première fois que l'on parle ici d'Hyper Light Drifter, et non, ça n'est certainement pas la dernière non plus. Et notez bien qu'on ne s'encombre pas vraiment de vraies raisons pour en parler. En l'occurrence, un nouveau trailer venant officialiser la sortie du jeu sur PS Vita et PlayStation 4 aura suffi. Histoire que l'on puisse un petit peu en profiter, il va maintenant s'agir de meubler. En rappelant par exemple que Hyper Light Drifter est ce jeu développé par Art Machine, un studio indépendant au sein duquel évolue un certain Technopence, à qui l'on doit déjà Samurai Gun. En rappelant aussi que le jeu avait complètement explosé ses objectifs de financement en réunissant plus de 645 000 $ sur Kickstarter, alors qu'ils n'en demandaient à l'origine que 27 000. C'est impressionnant quand même, hein? Non, parce que ça fait quand même à peu près 45 moins 27, 618 000 $ de plus que prévu. Soit à peu près 448 000 € selon le cours actuel. En ces temps de crise, c'est tout de même... Bon, ok, on a eu assez de vidéos. Hyper Light Drifter, on l'attend comme des petits foufous. Faites-en de même. À la prochaine! Déjà sorti en 2012 sur ordinateur et iOS, Nihil Umbra prévoit de vivre une seconde jeunesse prochainement grâce à l'eShop de la Wii U. Le jeu lui-même ne changera pas pour l'occasion et restera donc ce platformer mélancolique à énigmes qui utilise des mécaniques de peinture. Mais il se dotera tout de même pour l'occasion d'un mode coopératif dans lequel un des deux joueurs dirigera le personnage à la Wiimote, tandis que l'autre maniera le pinceau sur le gamepad. On aimerait beaucoup dire qu'on a déjà vu beaucoup plus original en matière de gameplay asymétrique sur Wii U, mais ça serait malheureusement faux. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle sortie reste avant tout une bonne occasion de découvrir Nihil Umbra pour tous ceux qui n'en avaient pas eu la possibilité en 2012. Au royaume des reconversions surprenantes, Kunio-kun pourrait bien devenir le roi. Le voyou bagarreur créé par Kishimoto Yoshihisa, le papa roublard de Double Dragon, va faire une incursion dans le RPG à la japonaise dans les mois qui viennent sur 3DS. Le trailer de Nekketsu Mahou Monogatari présente les différents personnages de Kunio-kun qui renaissent version héroïque fantasy. Par exemple, Kunio devient Kuni Welford et la jeune innocente Shimada Mami devient la princesse Mami. La carte sent bon le pixel et le mode 7 à l'ancienne. Même si le trailer ne dévoile pas d'image de gameplay, on sait déjà que ça va castagner au pays de la magie. Eh bien donc, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique que nous sommes en train de régler, bien évidemment. Alors, je me présente, je suis Benoît Legrand et j'anime une émission sur la chaîne No Life, dont vous pouvez voir le magnifique logo ici. Et voilà, normalement, à présent, dans le cours normal de l'émission, on doit regarder une rubrique qui s'appelle The Place to Be, où un jeune animateur très sympathique nous présente nous propose des endroits où il faut aller pour être vraiment au top de l'otakisme, de la geekitude. D'ailleurs, je vois que parmi vous, il y a quelques geeks, hein. Je vois aussi quelques fans de métal dans le fond, et j'aime bien ça. Alors, je vous propose quand même de suivre le jeune Médoc dans sa rubrique The Place to Be. Oh, c'est bon, Alex, là, on tourne? Ouais, c'est parti. Ok. Oula! Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, tu cherches les bons plans pour faire les aventures et tu... Et donc je m'appelle Médoc, je suis animateur. Voilà, j'ai la pêche comme vous pouvez le constater. J'ai une présence quand même sur un plateau, j'occupe mon espace, voilà. Voilà, ça s'est occupé. J'ai une certaine expérience dans le milieu de la télé. J'ai déjà croisé la boule et passe-partout dans une boîte de nuit, par exemple. Déjà, ça, c'est ça. Après, je maîtrise les outils de traitement de texte, tableur, tout ça. Ma plus grande qualité, ma modestie, probablement, je dirais.
Mon plus grand défaut, c'est que je suis perfectionniste. On me dit tout le temps, on dit, ouais, Médoc, arrête de perfectionner parce que nous, on ne suit plus derrière. Je fais des super cupcakes arc-en-ciel. Alors ça, et enfin, je prends pas cher. Ticket resto, bitcoin, baguette de pain, tu vois. Je cherche actuellement à diversifier mes sources de revenus. Donc Jean-Sébastien Ventura. Jean-Seb, si tu... Voilà, c'est un petit peu... Médoc, tu sais que j'entends tout ce que tu dis là depuis tout à l'heure. Depuis combien de temps exactement? Depuis Salut, ça va. Ah, donc t'as raté le passage où je dis que tout ce qui va suivre, c'est pour de la Arrête. Les 5 et 6 avril à Meaux, dans mon 77 natal, t'as l'AC 2014. L'AC 2014, c'est quoi? C'est une convention de rétro-informatique et de rétro-coding. Donc je sais pas exactement ce que c'est. Et t'auras du jeu en libre accès, de la présentation de projet, du tournoi même, le tout dans une ambiance... Alors, à l'heure où je te parle, il est possible que les inscriptions soient fermées. Mais moi, je dis tente toujours. Le même week-end, t'as la toute première édition de Japan & Co à Goderville, avec les cosplays, les bonsaïs, les mangas, les arts martiaux, les traditions, les modernités, les contrastes. Et le tout se passe dans un dojo. Donc par exemple, dès que t'en as marre de je sais pas quoi, bah, tu peux faire des katas. En plus, j'ai lu qu'il y avait des dégustations d'alcool et tout. Alors modération, tout ça, hein, mais je suis persuadé que ça peut occasionner des moments rigolos. Le 5 avril à Angoulême, enfin, t'as le Tabletop Day. C'est un event durant lequel tu vas jouer à des jeux de société à la cool. Et en plus, c'est estampillé The Place to be Free, c'est-à-dire que tu payes rien. Donc a priori, t'es bonne aise. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'hab, tu me communiques les events à venir et moi je communique dessus carrément. Tu donnes, je donne et on se retrouve coolement la semaine prochaine. Oui, mais non, mais je t'assure, Sébastien, mais déjà, le décor, il a changé, puis je les reconnais pas, les gens. C'est pas les mêmes que d'habitude. Non, mais je sais que c'est pas possible, mais je t'assure, il y a pas un problème. J'ai vraiment l'impression qu'on a changé de canal. Mais et je m'en fiche que techniquement ce soit pas possible. Attends, je sais quand même à qui je parle d'habitude. Ok, bon, ben ok. Et bien tout de suite, nous suivons la critique de Mercenary Kings. Oui, c'est bon, je l'ai lancé. Un mercenaire en bandana, des sprites en 2D au style bien maîtrisé. À la vue de cet écran titre énergique et explosif, deux jeux vous sont peut-être venus en tête. Est-il vraiment besoin d'évoquer le premier? Tout le monde a immédiatement saisi la ressemblance avec Metal Slug, le mythique run and gun, mangeur de pièces de SNK. En revanche, un peu moins de monde a dû noter un air de famille avec Scott Pilgrim vs. The World, le jeu sorti en 2010. Mais si vous êtes amateur de pixel art, vous avez sans doute reconnu la patte de Paul Robertson, qui est responsable des animations du jeu critiqué aujourd'hui. En effet, Mercenary Kings a été développé par Tribute Games, un studio indépendant fondé par des anciens d'Ubisoft. Dans leur jeune équipe d'accro au pixel, on retrouve Jonathan Lavigne, un game designer qui a lui aussi participé à l'adaptation vidéoludique des comics de Brian O'Malley. La similitude avec Scott Pilgrim n'est ainsi pas due au hasard. Tribute Games, donc, a été fondé en 2011 et s'est spécialisé dans l'hommage aux jeux rétro. Le studio a fait ses premières armes la même année en sortant Wizorb, un casse-brique évoquant les Breakout et Arkanoid-like de l'enfance de ses développeurs. Leur second jeu, proposé en accès anticipé depuis cet été, suit logiquement le style old school de son prédécesseur. Sauf que cette fois-ci, exit l'univers coloré des magiciens et des blobs. Place à la guerre, aux explosions et à la testostérone. Alors, vous êtes prêts pour votre briefing de mission, la bleusaille? Hi. Qui appelle-t-on pour arrêter discrètement les scientifiques fous, les politiciens devenus dictateurs et les généraux qui ont eu un peu trop envie de conquérir le monde? Réponse, les Kings. Comment? Vous ne les connaissez pas? C'est normal. Chaque jour où vous restez tranquillement affalé dans votre canapé, cette unité paramilitaire surentraînée agit dans l'ombre, remplit ses objectifs sans laisser de traces, empoche son cachet et s'envole illico vers une autre zone de crise.
Cette fois-ci, les Kings sont envoyés sur Mandragore, une île devenue un laboratoire immense où le Claw, un groupe de terroristes mené par le commandant Baron, est en train de se constituer une armée. Pour satisfaire leur employeur et en passant sauver le monde libre, les mercenaires ont donc pour but de neutraliser le commandant. Un contrat finalement assez banal pour cette bande de têtes brûlées qui n'a pas perdu de temps pour établir son QG sur l'île / forteresse géante. À peine parachuté sur Mandragore, la première tâche des agents de terrain, autrement dit vous, est d'ailleurs de partir en reconnaissance autour du camp et de venir en aide aux autres Kings qui ont atterri en territoire ennemi. Car il ne faut pas oublier que vous êtes désormais en territoire hostile, comme en témoignent les nombreux drones tueurs, les soldats armés de pied en cap et tous les pièges qu'ils ont mis en travers de votre chemin. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Et ce n'est certainement pas avec le petit flingue, ni avec la ridicule lame que vous avez dans les poches, que vous allez vaincre le commandant Baron. Enfin, à force de courage et d'obstination, vous finirez peut-être par venir à bout de ses plans machiavéliques, mais cela demandera du temps et de l'organisation. Voilà pourquoi, plutôt que de vous jeter directement dans la gueule du loup, votre chef vous propose en premier lieu une flopée de petites missions pour vous faire la main. Si vous voulez du danger, il faudra le mériter. On parlait précédemment de Bleuzaille, et c'est en fait exactement ce que vous êtes au début du jeu, une jeune recrue devant faire ses preuves pour monter en grade. Heureusement, Tasker a du boulot à vous donner. Opérations de sauvetage, de sabotage, d'élimination, de capture ou encore de récolte. À vous de choisir les missions qui mettront le plus en lumière votre courage et votre détermination à prendre du galon. Certains raids contribueront à faire avancer le scénario, tandis que d'autres sont purement facultatifs et servent plutôt à obtenir de l'argent et des matériaux pour fabriquer de nouveaux items. Le système de crafting est en effet l'élément principal de Mercenary Kings. À la manière d'un RPG, chaque ennemi vaincu a un pourcentage de chance de faire tomber des composants plus ou moins rares. Ces composants sont à échanger avec les PNJ du camp pour, au choix, donner de nouvelles propriétés à votre personnage, le rendre plus résistant, forger un nouveau couteau, ou changer la crosse, le viseur, le calibre et les balles de son arme à feu. À propos des armes à feu, vous avez sûrement remarqué la barre qui apparaît à chaque fois que le chargeur est vide. Exactement comme dans Gears of War, il s'agit d'une barre de rechargement rapide. Si vous parvenez à arrêter le curseur dans la partie verte, les balles de votre prochain chargeur ont plus de chances d'infliger des coups critiques. Mais retournons à l'inventaire. Chaque élément, couteau ou arme, a un poids. Et ce poids a une répercussion sur la mobilité de votre personnage. Trop chargé, celui-ci sautera avec plus de lourdeur et se déplacera moins vite, alors qu'il sera plus apte à esquiver les balles et les ennemis avec un équipement léger. Complet, genre très complet, le système de crafting permet de créer à peu près tout et n'importe quoi. Du shotgun classique à la mitraillette en forme de trône. Oui, il s'agit bien d'une arme en forme de cuvette de toilette. Paradoxe. La plus grande force de Mercenary Kings sera aux yeux de certains sa plus grande faiblesse. Qui dit crafting, dit farming. Et pour apprécier le dernier né de Tribute Games à sa juste valeur, il faut accepter et aimer la répétitivité des jeux du type Monster Hunter. Car oui, Mercenary Kings est répétitif et il est fréquent de naviguer dans la même carte lors de missions différentes. Seul l'emplacement des coffres et les objectifs à atteindre changent dans ces cas-là. En clair, si tuer 10 oiseaux pour obtenir une plume ou parcourir de long en large des cartes immenses afin de trouver 4 morceaux d'étain ne vous rebute pas, alors clairement, Mercenary Kings est fait pour vous. À lui seul, le système de fabrication d'armes et d'amélioration saura vous tenir en haleine pendant une bonne quinzaine d'heures, et encore plus longtemps lorsque le jeu sera en version finale. Si au contraire vous recherchez simplement un héritier de Metal Slug, bourrin et sans prise de tête, passez votre chemin. Ici, vous vous ennuierez ferme. En résumé, on retiendra de Mercenary Kings les points suivants. Côté négatif, quelques bugs facilement corrigibles. Une barre de rechargement qui ne disparaît pas, ou des coffres qui, au contraire, disparaissent une fois parachutés. Quelques choix étranges de la part des développeurs, comme des boss qui peuvent s'enfuir en plein milieu des combats, ou une trop grande importance laissée au hasard. En effet, chaque mission est chronométrée, alors que certains ennemis à abattre ou éléments à récupérer sont placés aléatoirement. Il n'est pas rare de tourner en rond pendant 15 minutes pour boucler une mission qui aurait pu en nécessiter 5 seulement. Enfin, côté positif, la réalisation est époustouflante, et Paul Robertson n'a pas volé sa réputation. Mercenary Kings est un jeu plein d'humour, bourré de références et de clins d'œil. Il est beau, complet, long et jouable jusqu'à 4 online ou offline.
Si vous décidez de lui donner sa chance, on vous conseille donc fortement d'inviter un ami pour jouer en splitté. Venir à bout d'un chien méca en coop fait son petit effet. Et encore plus quand on a un trombone en guise d'arme. Mais non, Benoît, je te dis que le signal, il part de No Life par une fibre optique, il va jusqu'au diffuseur technique, et il peut pas, non, on peut pas comme ça. Mais non, on peut pas avoir des fibres qui s'échangent, c'est de la lumière, qu'est-ce que tu veux? Écoute, là, à côté du plateau, il y a la régie, c'est là qu'il doit y avoir un problème là, à ce moment-là. Est-ce que tu peux y aller là, maintenant? Oui, tu vas voir. Et merci, Benoît. C'est Nono-chan. Au Japon, ça y est, la Saint-Valentin, le White Day, c'est fini. Ouf, on ne parle plus de chocolat pendant un an. Alors qu'en France, avec Pâques qui approche, on commence à voir les sucreries affluer dans les rayons des supermarchés. Mais chez nous, cela reste bien traditionnel, hein, les lapins, les cloches, les cocottes, que sais-je. Bon, d'accord, on dit les goûts et les couleurs en général, mais en France, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir du chocolat Hokuto no Ken? Sur l'archipel nippon, c'est possible. Vous voyez, la célèbre société Lotte commercialise depuis 1977 ses chocolats Big Kuriman. La recette est simple, un chocolat et une carte à collectionner. Pour fêter les 30 ans du guerrier aux 7 cicatrices, le fabricant a donc lancé des chocolats Hokuto no Man. Reste à voir si en les goûtant, on ne va pas nous dire « Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. » Gloops. Après les goûts, les couleurs maintenant. Sega a sorti sur console, le 6 février dernier, un crossover de deux des plus fameux puzzle games de l'histoire des jeux vidéo, Tetris et Puyo Puyo. Évidemment, il eût été impensable de ne pas profiter de l'occasion pour concrétiser cette idée sublime en créant des bonbons aux formes des célèbres Tetromino et autres boules de slime. D'ailleurs, pourquoi dit-on les goûts et les couleurs? Pourquoi on n'a jamais dit les goûts et les odeurs? Qu'à cela ne tienne, le règne du merchandising a réparé cette injustice avec des blocs désodorisants Mario. Mario est parfumé à la vanille, Luigi est décliné version musc, la princesse est forcément à la pêche, tandis que Bowser se retrouve affublé du citron. Ouais, le bon goût et les odeurs, vous me direz... Mais le bon goût, cela reste très subjectif. Ainsi, on pensera ce qu'on veut de ce petit concours que se livrent les Japonais actuellement. Quel est le Gundam le plus faible du monde? Cosplay douteux, bout de Gundam assemblé version monstre de Frankenstein, Gundam en carton, on restera émerveillé de la créativité des participants. Au final, on se dit, le bon goût, est-ce que ça existe vraiment? Tout cela n'est-il pas vain après tout? Comment ne pas jeter tout sens critique avec l'eau du bain quand on voit certaines personnes se bricoler une laisse pour leur toutou du jour? Il faut dire qu'à la manette Xbox, la balade doit être vachement plus pratique. Et remarquez, il y a le petit sac pour ramasser le petit souvenir que votre chien ne manquera pas de laisser sur le bord du trottoir. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il ne fasse plus un bidi-odi. Mais si, vous savez, un Blue Dog of Death. Le chien freeze, et là vous devez le rebooter, l'amener chez le revendeur et se plaindre à Microsoft. Quand on en est arrivé à ce point de la réflexion, on se dit que plus rien n'a d'importance, que tout est possible et tout est acceptable. Voilà, c'est le relativisme à tout craint, on veut être une star de cinéma et c'est tout. On veut savoir ce que ressent un hacker super doué dans un film hollywoodien. Eh bien, c'est possible, grâce au programmeur Tully Robinson et son site Jurassic System. Celui-ci vous permettra d'essayer de désactiver la sécurité du parc à dinosaures du tout premier Jurassic Park. Alors, voyons voir. Access Security... Non, c'est pas ça. Access Security Grid... Bon, je vais vous laisser chercher le reste par vous-même. Moi, ça va me rendre folle. Oui, il faut que je lâche mon clavier un instant. Essayez de prendre un peu de recul, de souffler un coup et de regagner un peu de bon sens ainsi qu'une échelle de valeur à peu près cohérente. C'est pourquoi je vous dis à la prochaine bande d'attaque. Ah, je comprends pas. Ça devrait marcher, c'est pas normal. Allô? Allô, y a quelqu'un? Allô? Ça marchera pas, hein? Non,
Non, ça ne marchera jamais. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bah, allô? 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 Allô, vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Ouais, je vous entends, ouais. Ouais, bien sûr. Ah! Bonjour. Ok. Ouais, bah ça veut dire qu'on a trouvé la panne alors. Ah. Mais non, vous aussi, vous avez le même problème. Mais je sais pas, normalement, tout est allumé comme il faut, ça devrait marcher. Ce qu'il faut faire, donc, vous appuyez sur le bouton vert en dessous de la diode rouge, vous la voyez, voilà, c'est celle-là. Alors bah oui, bien évidemment, j'ai poussé le bouton. Vous appuyez dessus, voilà, c'est bon? Celui-là, le petit là? Ah, attendez, bougez pas. Bah oui, oui, ben effectivement, ça a changé de couleur. C'est bon, c'est cool? Ouais! Génial, ok, alors ne touche plus à rien, on laisse comme ça, d'accord? Ouais. Parce qu'il faut se dépêcher, on a reçu beaucoup de plaintes, c'est compliqué. On touche plus? C'est bon? Allez, cool! Ok. Bon ben d'accord, ben je file, je retourne sur le plateau alors. Aujourd'hui, Retro Magic a décidé de rendre hommage à l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Une saga mythique qui entraîne le joueur dans un Moyen-Âge parfaitement reconstitué et a longtemps été le porte-étendard de la supériorité du jeu vidéo made in France. La sorcière de Malcombe semait la terreur sur le fief de Montmirail. Représentant l'un des rares exemples d'adaptation réussie d'un chef-d'œuvre cinématographique, Les Visiteurs, le jeu est une merveille du jeu d'aventure. Il s'agit d'une aventure épique où le joueur, dans la peau du descendant de Godefroy de Montmirail, doit emprunter les couloirs du temps et revenir au Moyen-Âge où Lilith, la petite filleotte de la sorcière de Malcombe, a envoyé des objets du XXe siècle. La petite filleotte de la sorcière Malcombe a semé zizanie dans les couloirs du temps, en éparpillant dans les antres du château nombre d'objets de notre époque. Explorant des décors criants de réalisme, le joueur doit utiliser sa cervelle à pleine capacité afin de résoudre des énigmes complexes et retrouver les objets avant qu'ils ne causent un paradoxe ou entraînent Godefroy dans les geôles de l'Inquisition. Porté par des dialogues subtils et savoureux, ah là là, la chariote qui ne fait point éclairer, et une modélisation des personnages représentant le nec plus ultra offert par la technologie de l'époque, cette relique est de toute valeur. Elle donne bonne fortune et fécondité pour mes épousailles avec Les Visiteurs, le jeu est très probablement le meilleur jeu de 1998 et fait oublier ses clones en tout point inférieurs que sont Riven ou la Mer Zone. Ah, moi ça puire. Une telle réussite ne pouvait rester orpheline. Morte couille. Ok. 3 ans plus tard, une nouvelle aventure de Godefroy de Montmirail et son hilarant laquais Jacouille la fripouille reprennent du service dans une nouvelle quête en 3D temps réel sur PlayStation. Bon, le scénario est plus ou moins le même que dans le jeu précédent, à base d'objets anachroniques éparpillés dans le passé par la malfaisante sorcière de Malcombe, mais si Mario peut recycler la même histoire à chaque nouvel épisode, pourquoi Godefroy ne pourrait-il en faire autant, pas le sang bleu ? Cryo et Darkworks, développeurs du premier épisode, laissent cette fois-ci la place à Silmaril, qui, n'ayant pas peur des mots, réinvente le jeu d'action-aventure 3D et donne au genre à son nouveau maître étalon. Les mots ne suffisent pas à décrire le plaisir ludique ressenti en explorant les dédales du château de Montmirail, en pourfendant des orques et autres démons en criant « Morte couille !» Morte couille. Eh oui, bon, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Vous l'aurez compris, nous sommes le 1er avril et cette débauche d'hyperbole et de superlatifs était évidemment à ne pas prendre au sérieux. Pour tout dire, les 2 jeux des Visiteurs font probablement partie des plus mauvais jeux vidéo jamais créés, l'exploitation commerciale bâclée et sans âme d'une licence qui ne brillait déjà pas par son bon goût et son intelligence au cinéma. Mais puisque nous sommes ici dans Retro Magic et pas dans Hall of Shame, oublions d'Airchef ces 2 étrons à peine dignes du qualificatif ludique pour parler d'une aventure médiévale d'un tout autre calibre, Pilgrim. Quel goré. Come, my son. We have to talk. Petite note pour commencer. Suite à des problèmes techniques nous ayant empêchés de réaliser nos propres captures, les images de Pilgrim utilisées dans cette émission proviennent d'Internet.
Tout commence au milieu des années 90, lorsque deux Français, Stéphane Carrière et Guillaume de Fondomière, rejoignent le studio slovène Arxel Tribe, jusque-là spécialisé dans la production d'images de synthèse. Sous l'impulsion des Français, Arxel Tribe décide de se lancer dans la production de jeux vidéo. Il se trouve que Stéphane Carrière n'est autre que le fils de l'éditrice Anne Carrière, qui vient alors de publier en français un roman de l'écrivain brésilien Paulo Coelho, Le Pèlerin de Compostelle. C'est par cette connexion familiale qu'Arxel Tribe obtient les droits sur l'œuvre de Coelho et parvient à convaincre l'écrivain de collaborer à une adaptation indirecte de son roman en jeu vidéo, en l'occurrence sous la forme d'un jeu d'aventure à la première personne similaire à Myst. Adaptation indirecte car si Pilgrim reprend la philosophie et les idées humanistes de Coelho, il ne suit pas la trame semi-autobiographique du roman. Pilgrim, par le livre et par l'épée, se déroule au Moyen-Âge, et plus précisément en 1208, durant les premiers jours de la croisade des Albigeois, durant laquelle le pape Innocent III ordonna l'exécution des cathares. Le jeu commence dans le Languedoc, fief du catharisme, et place le joueur dans la peau du jeune Simon de Lancroix. Sur son lit de mort, son père Adalard lui demande de se rendre à Toulouse pour remettre un manuscrit ramené de Terre Sainte à un certain Pétrus, manuscrit que convoite également l'Inquisition. You will give him the manuscript. Be careful. They all want to know its secret. S'il propose une encyclopédie in-game très complète sur les us et coutumes du XIIIe siècle, Pilgrim n'est pas pour autant un jeu historique. Bien que plutôt réaliste, le jeu vire dans le mysticisme dans sa deuxième moitié, mélangeant folklore chrétien et légendes du sud de la France, notamment celle de Roland de Roncevaux. L'une des particularités de Pilgrim est que pour triompher des dangers qui parsèment sa route, le joueur devra souvent préférer une approche pragmatique à une approche héroïque. Pilgrim est un jeu d'aventure atypique à l'ambiance très réussie, un conte philosophique qui invite le joueur à réfléchir, pas seulement aux problèmes et énigmes rencontrés dans le jeu, mais aussi à sa place dans le monde et au sens d'une vie. Signalons également que le caractère design du jeu était signé Moebius, même si malheureusement la modélisation 3D assez grossière des personnages ne lui rend pas justice. Les recherches des décors étaient quant à elles le travail d'un jeune artiste nommé Nicolas Fructus, dont on a récemment pu admirer le travail dans le jeu de rôle-papier Chronique des Féales. Par son histoire surprenante et la qualité de sa réalisation, Pilgrim est un sympathique jeu d'aventure qui mérite d'être redécouvert, même si le faire tourner sur des PC modernes peut prendre des airs de chemin de croix. Ok. Donc tout va bien, on s'en occupe, tout va rentrer dans l'ordre d'ici quelques minutes. Je vous remercie de m'avoir accueilli, je suis désolé d'être arrivé un petit peu ici comme un cheveu sur la soupe, mais en tout cas c'est vrai que c'est très joli, mais c'est pas chez moi. Et comme les meilleures choses, comme les pires, ont une fin, il faut que j'y retourne. Alors je vous dis au revoir et je vous fais des gros bisous. Des gros bisous, à bientôt!